America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Après des plaintes déposées en France et aux Pays-Bas, le mouvement du 30 mars va poursuivre en justice 5 belgo-israéliens agissant aux côtés de l'armée d'occupation à Reza. Les gens qui nous regardent d'Afrique, du Maghreb, d'Asie, d'Amérique latine, ils en ont marre de ce 2 poids 2 mesures des gouvernements occidentaux. Parce que quand il s'agit d'ennemis ou de concurrents géostratégiques, là, on y va, on prend des sanctions, on est sévère. Mais quand il s'agit d'alliés comme Israël, c'est bouche cousue. L'association qui accompagne les victimes du génocide en cours est représentée par Maître Yann Fermont, l'avocat belge qui a déjà défendu des victimes du génocide rwandais et des crimes de guerre de l'armée américaine en Irak. En février dernier, la ministre de la Coopération de la Belgique a rappelé la décision de la Cour internationale de justice et a souligné que la situation à Rafah est très dangereuse et qu'il faut empêcher un génocide. Avec nous en ligne à partir de Bruxelles, Maître Yann Fermont, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes avocat spécialisé en droit pénal international et en droit humanitaire. Vous êtes secrétaire général de l'Association internationale des juristes démocrates. Maître Yann Fermont, je le disais à l'instant, 5 soldats belgo-israéliens, partie prenante dans la guerre à Reza, sont poursuivis en justice. Aujourd'hui, quelles sont les chances de voir cette procédure aboutir? Vous savez, les chances d'aboutir, ça c'est toujours très compliqué à dire à l'avance, mais nous estimons que la Belgique, d'ailleurs comme les autres pays européens, ont une responsabilité particulière dans cette situation. Car d'un côté, nous avons des victimes qui soit ont la nationalité belge, soit vivent dans notre pays comme réfugiés, des victimes originaires de Gaza, oui, avec parfois des histoires absolument terribles. Je représente notamment un client dont toute la famille a été exterminée par un bombardement, donc il a perdu absolument tout le monde sauf une sœur, mais donc ses frères, ses autres sœurs, ses parents, ses neveux, ses nièces, enfin 30 personnes mortes d'un seul coup, et il y a plusieurs histoires comme ça. Et donc nous avons une responsabilité à l'égard de ces personnes qui soit ont acquis la nationalité belge, soit auxquelles on a promis la protection internationale en tant que réfugiés. De l'autre côté, nous constatons que il y a aussi des Belges qui participent de l'autre côté de ce conflit, qui sont soldats dans l'armée israélienne. Par rapport à la question de la lutte contre l'impunité, de la responsabilité pour que justice soit faite par rapport à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et pour ce qui me concerne aussi des crimes de génocide qui sont commis dans le cadre de ce conflit, je pense que nous avons une responsabilité particulière. Donc c'est pas une affaire qui se passe loin de chez nous, c'est une affaire où, en tant que victime et en tant qu'auteur potentiel ou participant potentiel à ces faits criminels, des compatriotes sont impliqués. Les 5 militaires dont nous parlons ont publié des messages sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a poussé à cette procédure judiciaire. Nous parlons de la Belgique, mais cela implique également les autres pays européens. Ne pas poursuivre, ou en tout cas ralentir les poursuites, c'est fermer les yeux, c'est cautionner l'impunité.
Oui, évidemment, mais donc je pense que la première chose, c'est évidemment dans toute affaire pénale, il faut dans un premier temps enquêter pour établir avec précision les rôles des uns et des autres. Et cela va de soi que cette responsabilité ne peut pas être exclusivement sur les épaules des victimes. Bien sûr. Et les organisations de défense des droits de l'homme qui étaient actives à Gaza, évidemment, pour le moment, ont de très grandes difficultés pour jouer leur rôle, ne fût-ce que parce que Israël les a ciblés de façon très spécifique. Le directeur du Palestinian Center for Human Rights, qui était une des organisations majeures qui collectait à chaque conflit les preuves des violations, les Israéliens ont à 2 reprises essayé de l'assassiner par un bombardement ciblé sur sa maison et ensuite sur le lieu où il avait trouvé refuge. Donc, ça veut dire que pour que justice puisse être faite, il va falloir que tous les mécanismes possibles qui peuvent être mobilisés coopèrent. La Cour pénale internationale, évidemment, et ses enquêteurs, mais aussi les pays qui ont une responsabilité particulière du fait soit parce qu'ils hébergent des victimes, soit parce que leurs ressortissants ont participé, et c'est le cas dans Tsahal, vous savez que il y a évidemment un grand nombre de soldats qui participent, qui ont une double nationalité, d'un pays européen en général. Absolument. Et d'Israël. Et donc, ça pose, à mon avis, une responsabilité particulière pour les pays qui sont dans cette situation. Alors, comme je vous ai dit, pour le moment, nous en sommes évidemment à une demande qu'une enquête commence. Le rôle de chacun devra être établi par cette enquête. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, ils sont poursuivis, c'est peut-être un peu tôt de dire cela. On demande qu'on enquête sur cette situation parce qu'il est important pour les victimes palestiniennes qu'on essaye d'établir la vérité, de connaître les faits et de connaître l'application de chacun. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une implication du politique qui limite le champ d'action de la loi aujourd'hui ? Ça c'est difficile à dire parce que nous sommes évidemment tout au début d'un processus. Vous savez, une enquête judiciaire, ça demande évidemment parfois plusieurs années avant d'aboutir à d'éventuelles poursuites devant un tribunal. Oui. Donc, nous savons du passé évidemment que ce type d'enquête est sensible. Quand, sur base de la loi sur la compétence universelle, en Belgique, une plainte a été déposée à l'époque contre le commandant en chef des troupes américaines en Irak. Et vous êtes l'instigateur d'ailleurs, Maître Yann Fermont. Vous êtes l'instigateur de cette plainte. Oui, effectivement. Donc, on a vu qu'il y a eu une pression absolument incroyable sur la Belgique pour que ce processus s'arrête. Et le gouvernement belge de l'époque a cédé devant cette pression. Bon, on verra cette fois-ci s'il y aura des pressions et si le gouvernement va céder devant ces pressions, oui ou non. La même chose, nous l'avons vu à l'époque avec la plainte qui était aussi traitée par la justice belge, qui était aussi au stade de l'enquête contre Ariel Sharon pour les faits de Sabra et Shatila, pour les massacres de Sabra et Shatila. Là aussi, nous avons eu de très fortes pressions sur la Belgique auxquelles également les autorités politiques ont cédé à l'époque. Oui, pour arrêter cette enquête. Nous nous attendons à des pressions, nous nous attendons à des tentatives des bâtons dans les roues. Oui. Nous sommes préparés à cela et nous nous battrons pour que cette enquête-ci puisse aller jusqu'au bout. Vous évoquiez, Maître Yann Fermont, dans l'un de vos entretiens, une loi états-unienne qui autorisait, ou qui autorise encore, le président américain à enclencher une guerre. The Hague Invasion Act, une loi proposée par J.C. Helms en 2002 et adoptée par le Congrès également en 2002. Elle a été adoptée et est considérée comme une loi d'invasion de la haie. Tout d'abord, pour que nos auditeurs comprennent de quelle loi est-il précisément question, et celle-ci peut être utilisée encore une fois aujourd'hui, Maître Yann Fermont. Alors, en fait, cette loi a été adoptée dans le cadre de l'installation des tribunaux à La Haye, à l'époque le tribunal sur la Yougoslavie, où les États-Unis, évidemment, craignaient que, notamment à cause des bombardements à l'époque sur la Serbie, etc., des Américains pourraient éventuellement aussi être poursuivis devant le tribunal sur la Yougoslavie à l'époque. En réalité, c'est un morceau de législation par lequel le Congrès donne l'autorisation au président américain
d'utiliser la force militaire contre la Hollande si jamais la Hollande aurait la mauvaise idée de détenir, parce que les prisons de la Cour pénale internationale et à l'époque aussi du tribunal sur la Yougoslavie sont situées en Hollande, à La Haye. Oui, absolument. Et donc, le Congrès, par ce morceau de législation, donne l'autorisation au président américain d'utiliser la force militaire contre la Hollande pour aller libérer tout Américain qui serait détenu un tribunal international établi en Hollande. Au moment où, effectivement, il y a eu la plainte contre le commandant en chef des troupes américaines en Irak, le général Tommy Franks, il y a eu une proposition de Brussels Invasion Act, qui, effectivement, établissait la même règle, mais pour la Belgique. Si jamais un Américain était détenu par la Belgique dans le cadre de la compétence universelle, les Américains pouvaient, la proposition en tout cas disait que l'armée américaine pouvait intervenir sur le sol belge sans nouvelle approbation du Congrès, et donc sous la seule autorité du président américain. Alors bon, on voit là un mécanisme, c'est évidemment un mécanisme d'intimidation, c'est un mécanisme de menace, d'intimidation à l'égard des pays qui éventuellement mettrait des mécanismes judiciaires en route qui viseraient des ressortissants américains dans ce cas-ci. Aujourd'hui, il est un peu plus soft, Maître Yann Fermont, puisque des sanctions risquent d'être diligentées contre Karim Khan, en l'occurrence, pour les mandats d'arrêt qu'il a adressés ou qu'il a émis à l'encontre de chefs de guerre israéliens. Oui, et nous avons aussi vu les publications dans The Guardian sur la façon dont on a essayé d'abord d'influencer et ensuite de mettre sous pression la procureure qui a précédé Karim Khan, Madame Bensouda. Oui, donc c'est des mécanismes qui sont des mécanismes d'intimidation, de menace, éventuellement aussi des mécanismes qui prévoient des sanctions réelles, qui sont utilisés par les États-Unis et par Israël dans le cas de Madame Bensouda pour éviter justement que la justice puisse faire son travail. Et donc, nous connaissons évidemment tous ces mécanismes-là, mais la différence, à mon avis, qui est quand même importante ici, c'est que, vous savez, la guerre en Irak, c'était des Irakiens qui mouraient sous les balles américaines, crimes commis par les États-Unis. Bon, c'est évidemment au niveau de l'opinion publique, c'est plus compliqué d'expliquer que notre pays a une responsabilité particulière en la matière. C'était la même chose avec Sharon. C'était un chef israélien qui avait commis des crimes contre une population palestinienne au Liban. Je dirais, c'est des événements qui sont relativement éloignés de notre réalité directe. Ici, on a autre chose. Ici, c'est des gens qui habitent dans nos villes ici en Belgique, la communauté palestinienne à Bruxelles, la communauté palestinienne à Gand, qui sont victimes de crimes de droit international, et il y a des Belges qui participent de l'autre côté à la machine qui commet ces crimes. Alors, pour un crime de guerre, là, c'est plus compliqué parce qu'il faut démontrer qui a appuyé sur la détente. Aujourd'hui, il est peut-être plus simple de le démontrer, puisque ces crimes de guerre sont carrément mis en scène, Maître Yann Fermont. Mais alors, ça, c'est une première chose. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'informations publiques. Mais l'autre aspect qui augmente les chances de succès, en tout cas de notre demande d'enquête, c'est le fait qu'il y a aussi des crimes qui ont un caractère plus collectif. Donc, les crimes contre l'humanité du nettoyage ethnique qui est commis sur la population de Gaza, évidemment, ça ne peut pas être commis par une personne seule. Ce sont des crimes de masse, carrément. C'est des crimes de masse, pas seulement au niveau des victimes, mais c'est aussi un crime d'organisation au niveau des personnes qui mettent en œuvre ce crime. Absolument. Donc, c'est des appareils plus compliqués, c'est des appareils plus grands qui doivent être mobilisés pour commettre de tels crimes. Et donc, dans ce sens-là, ça nous semble raisonnable, et je pense qu'au niveau de la population, on peut avoir un large soutien pour cela. Ça nous semble raisonnable de dire, on a des victimes ici dont la famille a été anéantie d'un seul coup. Nous avons des personnes qui participent à la machine qui commet ces crimes. Faisons une enquête pour savoir quel a été le rôle précis de ces personnes. Si quelqu'un a pelé des pommes de terre, si un de ces soldats belges, binationaux, belgo-israéliens,
je dirais, peler des pommes de terre, oui, il n'a pas nécessairement la même responsabilité que quand il a participé aux hostilités à Khan Younis ou à Jabalia. Et donc, nous savons que les unités dans lesquelles servent certains de ces soldats belges, belgo-israéliens, ont participé aux événements à Khan Younis, étaient à Khan Younis, étaient à Jabalia. Et donc, là où les crimes ont été commis, les unités dans lesquelles ces belgo-israéliens servaient étaient présentes. Alors, ça vaut une enquête parce que il faut, certainement en matière de crimes de droit international, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, il y a évidemment une responsabilité collective de tous les États de participer à l'établissement de la vérité, à la découverte de la vérité et à la répression de ce type de crimes. Et c'est d'autant plus vrai s'il y a de forts indices, de fortes indications que des nationaux de cet État... Ces binationaux peuvent, dans certaines circonstances, témoigner des crimes qui ont été commis, maître. Voilà, exactement. Alors, soit comme témoin, soit comme éventuellement personne ayant soi-même participé à la commission de ces crimes. Mais donc, ça me semblerait totalement incompréhensible que les pays européens, et notamment donc la Belgique, dans une situation de cet ordre-là, de cette nature-là, disent on n'a rien à voir là-dedans, on n'enquête pas, on fait rien. Oui. Ça me semblerait vraiment incompréhensible. Alors, on dit oui, mais on ne peut pas enquêter sur des crimes commis par des Irakiens, par des Américains contre des Irakiens. Bon, là, à la limite, je peux comprendre que c'est plus compliqué, mais ici, c'est des Belges contre des Belges. Oui. Ça pourrait sembler d'autant plus incompréhensible qu'en 1993, une loi est votée en Belgique et qui permet à la justice du pays de poursuivre les acteurs de crimes de guerre indépendamment de leur nationalité et du lieu du crime. Oui, la Belgique en 1993 a effectivement adopté une loi qui est conforme à ses obligations telles qu'ils sont stipulées dans la Convention de Genève. Oui. Les conventions de Genève sur le droit de la guerre disent que chaque pays doit établir une compétence universelle pour réprimer les violations des conventions de Genève. Et donc la Belgique, je dirais dans un élan probablement trop généreux, a dit nous on va établir une compétence universelle. C'est-à-dire tous les crimes de guerre dans le monde. Évidemment, bon, peut-être un peu trop ambitieux. Il y avait d'un côté cela, et de l'autre côté, il y avait aussi des plaintes comme celle contre Ariel Sharon, qui posaient problème, parce que, bon, là, ça posait des problèmes d'ordre diplomatique. Sous la pression israélienne, israélo-américaine en réalité dans un premier temps, les juridictions belges ont commencé à limiter le champ d'application de la loi en ajoutant des conditions d'autres aspects du code de procédure criminelle. Notamment, avec Ariel Sharon, on a dit oui, mais on ne peut pas appliquer la compétence universelle si la personne ne se trouve pas sur le sol belge. Ensuite, avec l'affaire contre Tommy Franks, on a mis une série de filtres supplémentaires, parfois même totalement absurdes, parce que si on veut, par exemple, par rapport aux événements de Gaza à l'heure actuelle poursuivre, ce sera compliqué sur base de cette loi sur la compétence universelle, parce que sous pression américaine, on a introduit un critère que ne peuvent déposer plainte que les victimes directes. Les victimes directes, on considère que vous êtes victime directe si le bombardement vous a blessé ou vous a tué, mais si c'est votre famille, vous n'êtes plus victime directe. Et donc on arrive, après cette modification sous pression américaine, à la situation totalement absurde. Un Palestinien de Gaza, aujourd'hui, qui est copropriétaire d'un immeuble à Gaza, qui est bombardé, peut déposer plainte à la justice belge s'il habite en Belgique pour la destruction du bâtiment, mais si toute sa famille est en dessous des décombres, il ne peut pas déposer plainte pour la mort de sa famille. Et donc, cette loi a été sous pression américaine, en réalité américano-israélienne, a été vidée de sa substance. Par contre, là, évidemment que, aussi sur le plan procédural, la situation est différente à cause de la présence de Belges dans l'armée israélienne. À toutes ces restrictions qui ont été introduites dans la loi sur la compétence universelle sous pression israélo-américaine ne s'appliquent pas du moment où il y a un auteur belge impliqué dans les faits. C'est clair. Là, la compétence de juridiction belge reste entière.
Maître Yann Fermon, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé aussi généreusement de votre temps. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous expliquer ces quelques éléments. Yann Fermon est avocat spécialisé en droit pénal international et en droit humanitaire, secrétaire général de l'Association internationale des juristes démocrates, et il était avec nous à partir de Bruxelles. Si la question palestinienne est bien présente dans l'esprit d'une partie des électeurs européens notamment, elle représente désormais, selon certains observateurs, un véritable enjeu électoral. À cet égard, des appels à la mobilisation se sont multipliés partout au cœur des réseaux pro-palestiniens. Objectif, voir leurs revendications portées à Strasbourg en cas de victoire de mouvements politiques favorables à la Palestine. Cet engagement a dépassé les frontières de l'Hexagone. De Khan Younes émanent des appels de soutien. Salam le peuple de Hamas, je suis Souad Abdel Fattah Ben Abond de Gaza, exactement de la ville de Khan Younes. Aujourd'hui, je suis à côté de ma maison qui est détruite pendant cette guerre. Ce n'est pas juste ma maison, c'est tout le quartier où je vis. Il était détruit pendant cette guerre. Et un spécial remerciement à Sébastien Durigui, Rima Hassan, Mano Aubry et Monsieur Mélange. On a vu qu'est-ce que vous avez fait pour nous et ça c'est un grand chose pour nous. Pour moi et pour plusieurs familles ici, on prendre notre force de vous, s'il vous plaît. Vous, là-bas en France, vous pouvez changer ici. Donc s'il vous plaît, continuez qu'est-ce que vous faites pour nous. Continuez votre solidarité. Et s'il vous plaît, vous pouvez voter pour les personnes qui sont avec la justice, qui soutiennent le Palestine. Rima Hassan, vilipendée par les médias locaux, décroche son siège au sein du Parlement et promet de promouvoir la question palestinienne. Sur le soutien apporté à la Palestine, pour les Ukrainiens, l'Europe est l'allié des victimes. Pour les Palestiniens, l'Europe est complice des bourreaux. La Palestine, tout comme l'Ukraine, n'en déplaise à certains, est un sujet européen. Car Israël est un bout d'Occident en Orient. L'Europe arme le régime génocidaire israélien, l'Europe le cautionne, le valide, le soutient. Je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain pour qu'on reconnaisse enfin l'État de Palestine comme va le faire l'Irlande et l'Espagne. Avec nous en ligne à partir de Paris, Monsieur Tawfiq Tahani, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes maître de conférence, président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité. Monsieur Tawfiq Tahani, la Palestine s'invite et s'impose dans le débat politique et dans la vie politique. Le parti pris en faveur d'Israël a fini par scinder la société française et a fini par obliger cette dernière à faire des choix également. La situation en France, comme dans les autres pays européens, est caractérisée par une chose qui indique que les gouvernements, ils ont toujours été d'un soutien inconditionnel à Israël, et ils ont tout fait pour que Israël puisse mener ses opérations, par exemple là en ce moment à Gaza, jusqu'à l'élimination de toute résistance à Israël, puis même pourquoi pas l'occupation de Gaza, même s'il y a des vies humaines par dizaines de milliers qui sont sacrifiées. Oui. Et puis il y a d'un autre côté, il y a une population quand même qui a prouvé qu'elle est très attachée aux droits des peuples palestiniens. Elle a organisé des manifestations, même si au début elles étaient interdites, mais elle a fini par les imposer. Et ces manifestations sont devenues quotidiennes et très volumineuses. Et ça prouve qu'il y a déjà une très grande différence entre les directions politiques de ces pays et puis la population qui, elle est manifestement en faveur des droits du peuple palestinien. On va dire qu'elle est un peu plus en faveur des droits du peuple palestinien, puisqu'aujourd'hui, une partie de la population a voté en faveur de ce qui est qualifié d'extrême droite. Comment les campagnes qui ont été menées ont permis à certains candidats d'avoir des sièges au sein du Parlement? On peut citer Rima Hassan, par exemple, qui a subi une sévère campagne de dénigrement. Elle a même été poursuivie en justice, ou en tout cas il y a eu des appels pour qu'elle soit poursuivie en justice. Le fait que le Front National ait eu un score extrêmement important, et d'ailleurs il n'y a pas que le Rassemblement National qui soutient inconditionnellement Israël, mais il y a aussi la droite,
et même une partie du Parti socialiste. Ça ne veut pas dire que la population française, elle tourne le dos à la question palestinienne. Ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce que les élections, ils se déroulent sur plusieurs autres enjeux. Et là, il y a un mécontentement en France sur la politique menée par Macron qui a fait que ce vote s'est dirigé vers l'extrême droite. Mais vous avez bien souligné une chose qui était importante, c'est que la liste de la conduite par Manon Aubry, oui, elle a subi des attaques mais phénoménales. C'est incroyable. Ils ont mobilisé la Macronie et puis l'extrême droite, la droite, Bolloré, tous ceux qui détiennent les médias, ils ont coordonné des attaques incroyables contre la liste de Manon Aubry à cause de la présence de Rima Hassan. Et puis, ils voulaient absolument que cette liste n'atteigne pas les 5% pour qu'il n'y ait pas d'élus de la France insoumise, ou bien au moins qu'elle n'atteigne pas les 6 ou 7% pour que Rima Hassan a été élue. Or, elle a été brillamment élue puisque cette liste, elle a atteint 10%. Donc, il faut relativiser, c'est-à-dire le score, celui de Manon Aubry dans lequel se trouvait Rima Hassan, n'a été rendu possible que parce qu'il y a une très forte résistance en faveur de la résistance du peuple palestinien et des droits nationaux du peuple palestinien. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire les résultats de ces élections concernant la Palestine. Avoir un siège au sein du Parlement européen, c'est bousculer une ligne de conduite politique. Absolument. Depuis un moment, on voit au sein du Parlement européen, il y avait un malaise. Même si la majorité des parlementaires sont issus de la droite, l'extrême droite, et ils sont des soutiens inconditionnels à Israël, mais il y a un certain nombre parmi ces membres de la droite, etc., qui sont un peu gênés par les tournures que l'attaque israélienne et puis la folie meurtrière de Netanyahou a pris. Là, on parle de génocide. Oui. Et le génocide, c'est une accusation qui est extrêmement grave. Et il y a beaucoup de gens, y compris de la droite, y compris de la Macronie, qui ne veulent pas être associés à cette folie meurtrière et à ce génocide. Là maintenant, avec la présence de Rima Hassan, et puis en plus son élection, j'insiste sur son élection, c'est une très grande victoire pour les jeunes Palestiniens qui se mettent à faire de la politique. Et le fait qu'elle soit dans ce Parlement européen, elle va essayer de participer avec toutes ses forces, son intelligence et son savoir-faire, à développer les arguments en faveur des droits nationaux du peuple palestinien. Parce que face à ça, il n'y avait que la négation, c'est-à-dire tous les arguments qui sont conformes au droit, à la justice, étaient du côté de ceux qui défendaient la cause palestinienne. Rima Hassan, elle va jouer un rôle extrêmement important, mais il n'y a pas que elle, il y a beaucoup de députés, y compris chez les Verts, y compris dans d'autres pays qui sont extrêmement attachés à cette cause. En Belgique, en l'occurrence, hein? En Belgique, il y a eu quand même en Espagne, un petit peu en Italie et tout ça, il y a maintenant une résistance. Une résistance dont les arguments sont extrêmement bien argumentés et qui, d'ailleurs, le plus souvent, ils se réfèrent aux lois de l'Union européenne, c'est-à-dire eux, ils sont beaucoup plus proches des lois de l'Union européenne qui veulent à tout prix agir pour soutenir Netanyahou et les criminels de guerre au pouvoir à Tel Aviv. Monsieur Tawfiq Tahani, vous parliez à l'instant de Rima Hassan. En France, il existe une liste, dite liste Triplestein, qui bénéficie d'une faible exposition médiatique. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il n'y a pas eu de coordination afin d'imposer une liste forte? Je connais un certain nombre de gens de cette liste Free Palestine qui ont des positions très correctes concernant la question palestinienne. Et ils ont d'ailleurs participé à un moment à des mobilisations, etc. Mais je pense quand même, et puis je leur ai dit directement, que la composition de cette liste était une erreur. Une erreur pour deux choses. Oui. C'est-à-dire que si on veut s'adresser au public français qui vote, on ne doit pas lui dire qu'il n'y a que la question palestinienne qui est importante et le reste qui vous concerne directement n'est pas important. Donc déjà faire une liste que sur la question palestinienne, ce n'est pas un bon signal envoyé à l'électorat français. La deuxième, c'est que la question palestinienne, elle était extrêmement présente chez les autres. Chez la liste de Manon Aubry, mais après, c'était imposé d'une façon tout à fait naturelle, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à cette question dans la liste des écologistes, mais également dans la liste des communistes, et même, en fin de compte, même dans la liste de Glucksmann, qui est connu pour son soutien à Israël, mais il a commencé déjà à parler de reconnaissance de la Palestine, cessez-le-feu, la suspension de l'accord d'association avec Israël. C'est de la rhétorique, hein, on va dire que pour certains, c'est uniquement de la rhétorique politique. Oui, mais on préfère quand même qu'il fasse ces annonces que faire les annonces contraires. Donc je pense que ça veut dire que les arguments avancés par les listes qui défendent vraiment les droits du peuple palestinien, elles ont bien pris. Donc à mon avis, c'était une erreur vraiment monumentale.
de faire, et d'ailleurs elle a obtenu quand même cette liste de Free Palestine, quelques dizaines de milliers. On savait qu'il n'allait pas y avoir d'élus, donc les 40 000 voix, ils auraient peut-être pu ramener un député supplémentaire chez les amis du peuple palestinien. Donc c'était vraiment une erreur, j'espère qu'elle ne sera pas commise les prochaines fois. Monsieur Tawfiq Tahani, dans l'une de vos publications sur la plateforme X, anciennement Twitter, vous écrivez ceci: chez les Français d'Israël, l'extrême droite obtient la majorité absolue. Les Français d'Israël, écriviez-vous? Oui, les Français... C'est les Français d'Israël qui ont voté en faveur de l'extrême droite. Oui, de toute façon, je donne même les pourcentages. 41% qui ont voté pour Marion Maréchal Le Pen, ce qui est énorme. D'ailleurs, j'ai vu un de ceux qui sont vraiment des influenceurs sur la plateforme X qui a repris mon tweet. Oui. Et il a dit, voilà, les stupidités, c'est que des gens, des juifs, qui votent pour les enfants de nazis. Comment expliquez-vous cela? Si vous voulez, ce sont des franco-israéliens, et ceux qui sont allés vivre en Israël, dans une bonne partie dans les colonies, ce sont de grands soutiens à la droite et l'extrême droite israélienne. Et ils appartiennent à quelle catégorie? Et d'ailleurs, même pour les élections législatives, ils envoient régulièrement un député qui s'appelle Meir Habib, qui est vraiment une caricature beaucoup plus qu'un représentant de l'Assemblée nationale. Non, l'explication, je crois, est extrêmement simple. La direction israélienne, depuis plusieurs années, elle a compris que les soutiens qui sont vraiment les plus puissants à travers le monde, sont ceux de l'extrême droite. C'est comme ça qu'elle a tissé des liens avec Meloni, avec Bolsonaro, avec Milei en Argentine, avec Viktor Orban en Hongrie, etc. Et puis donc ces relations qui commencent à se développer également en France, ils ont choisi Marion Maréchal, qui est encore pire que sa tante, mais qui partage avec cette population qui a voté pour elle deux choses importantes. C'est essayer d'assimiler la résistance palestinienne à quelque chose de plutôt religieux ou ethnique, pas à une lutte nationale. De libération, oui. Et donc, ils peuvent compter sur tous les racistes qui n'aiment pas les Arabes, les musulmans. Et c'est comme ça qu'il y a ces liens sont tissés. Et c'est ça le socle d'ailleurs qui unit l'extrême droite israélienne avec tous les héritiers du nazisme ici en Europe. Et c'est une alliance qui apparaît contre nature, mais non, si on scrute bien les choses, elle est dirigée vers une population arabe, une population palestinienne qu'on veut à tout prix assimiler à une population de terroristes qui d'ailleurs dans l'avant-garde se trouve en Palestine. Monsieur Tawfiq Tahani, je rappelle à nos auditeurs, même si vous n'êtes plus à présenter, que vous êtes président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité. Cette même extrême droite, c'est celle qui a mené une campagne, j'allais dire, sans précédent, avec menace de poursuites judiciaires contre des politiques qui dénonçaient le génocide à Gaza. Ils essayent de nous intimider, mais ça on le fait depuis très longtemps. Malheureusement, il n'y a pas que l'extrême droite là-dessus. Il y a même le gouvernement français sortant, celui de Macron, qui a multiplié les actes d'intimidation contre les militants pro-palestiniens. Et rappelez-vous qu'au début, toutes les manifestations de soutien à Gaza étaient interdites partout en France. Donc on a dû batailler, y compris en allant vers les tribunaux administratifs, mais également en allant braver l'interdiction, et d'ailleurs plusieurs de nos militants, ils ont été verbalisés, ou bien mis en garde à vue, ou bien certains ont été même traduits devant les tribunaux. Puis après, ils ont continué à nous harceler en utilisant la voie juridique. Moi-même, j'ai été, il y a, je crois, avec une centaine de députés de Macron, de Renaissance, qui ont saisi le procureur suivant l'article 40 pour demander à ce que je sois poursuivi parce que je dénonce les criminels de guerre franco-israéliens qui agissent en toute impunité. Mais bon, je pense qu'ils savent également en même temps que leurs tentatives d'intimidation ne nous atteignent pas. Ils ne feront pas taire parce que ça, on l'avait dit, on l'avait répété, on l'avait juré, on a continué, et puis voilà, on va continuer. Est-ce qu'il vous semble que la mobilisation en faveur de la Palestine dans le discours politique est plus importante aujourd'hui? Absolument, absolument. Moi, je vous donne quelques exemples de gens qui se prétendaient de gauche avant. Oui. Et puis qui refusaient absolument de parler d'un cessez-le-feu, et ils faisaient l'assimilation
du Hamas ou des groupes palestiniens avec les nazis, il disait est-ce que on aurait demandé aux Alliés de cesser le feu, de ne pas bombarder Dresde à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'était affreux, c'est-à-dire s'il fallait faire une comparaison avec les nazis, c'est avec les tortionnaires et puis les génocidaires au pouvoir à Tel Aviv. Donc ils sont passés de ce discours qui maintenant, la question de la demande de cesser le feu et la demande d'échange de prisonniers, pas uniquement la libération de ceux détenus par les groupes palestiniens armés à Gaza sans aucune condition, c'est-à-dire échange de prisonniers, et puis la question de la reconnaissance de l'État de Palestine et la question de voir que la justice internationale s'intéresse à ce qui se passe là-bas, c'est devenu ça leur discours. Donc oui, il y avait une évolution énorme, mais tout ceci, si vous voulez, c'est grâce à notre travail, au travail du mouvement de solidarité, à tous ces politiques de la gauche française, de la France insoumise, de certains communistes et verts et tout, etc., qui ont été vraiment extrêmement courageux malgré toutes les attaques qu'ils ont subies. Je pense que le discours ou bien la question palestinienne, elle était présente dans n'importe quel autre sujet pendant les élections européennes. Dans n'importe, c'est-à-dire même beaucoup plus que des choses qui concernent la situation intérieure de chaque État. Même beaucoup plus que l'Ukraine, qui est pour les Européens une question stratégique de vie ou de mort. La question palestinienne, elle était présente. Donc ça, ils peuvent toujours nier la non-centralité de la question palestinienne, elle leur revient toujours à la figure et elle montre toujours, depuis longtemps, depuis 1947, 48, 49 jusqu'à maintenant, malgré toutes les tentatives de mettre la question palestinienne sous le tapis, elle finit toujours par ressurgir et de prendre le devant de la scène et devenir centrale, pas uniquement dans le débat politique, mais au sein des sociétés civiles. Moi, je ne connais pas une autre cause qui a su mobiliser, par exemple, toutes les prestigieuses universités américaines, françaises, partout dans le monde, comme MIT, comme la Sorbonne, Sciences Po, l'école normale supérieure ici, toutes les universités américaines, australiennes, etc., qui sont mobilisées par la cause palestinienne. Il n'y a pas une autre cause qui mobilise autant que la question palestinienne, parce que le monde entier sait que c'est une question qui est liée intimement au droit international. Monsieur Tawfiq Tahani, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Tawfiq Tahani est maître de conférence, président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité. Et il était avec nous à partir de Paris. La Palestine s'invite et s'impose dans le débat politique, dans la vie politique. En France, la communauté musulmane est scrutée. Celle-ci est connue pour très peu voter. En France, en l'occurrence, il existe une liste Free Palestine qui bénéficie d'une faible exposition médiatique. Avec nous, pour en parler à partir de Paris, Monsieur Najib Azergui, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes fondateur, leader du parti de l'Union des démocrates musulmans de France, tête de liste Free Palestine pour les européennes 2024. Avant de revenir sur le vote des musulmans en France, j'aimerais d'abord connaître votre définition de votre mouvement. Comment pouvez-vous définir cette liste Free Palestine et comment définir également l'Union des démocrates musulmans de France? Je dirais que c'est une liste, bien sûr, d'opposition par rapport à la politique identitaire et même au virage identitaire qu'a pris notre pays depuis plusieurs décennies. C'est un appel avant tout à la résistance, c'est un appel également à la raison, et puis c'est surtout un rappel à notre histoire. La liste Free Palestine réclame certaines choses, notamment le retrait du Hamas, du djihad islamique, du Front populaire de la libération de la Palestine, de la liste des organisations présentées comme organisations terroristes par l'Union européenne. Ces revendications ont été, on va dire, mises en avant dans le discours des partis politiques français traditionnels. Comment appréciez-vous l'interprétation de vos revendications? Au niveau de l'interprétation, l'UDMF a toujours été perçu comme un parti communautariste qui prônerait justement clairement l'islam politique, enfin tous les éléments de langage
qu'on connaît pour marginaliser un opposant politique. Parce qu'à preuve du contraire, ceux qui disent ça, ce sont nos adversaires politiques. Ce sont effectivement, en règle générale, la droite traditionnelle. Aujourd'hui, c'est rajouter la gauche colonialiste, comme je l'appelle, et ou paternaliste, qui vient effectivement nous donner des leçons de morale. Nous, ce qu'on dit tout simplement, c'est que le qu'en dira-t-on, il va falloir qu'on s'affranchisse de ça. Et est-ce qu'on se sent parfaitement légitime et décomplexé dans ce pays qui est le nôtre? Moi, je pense que l'heure, il est justement à l'émancipation, y compris politique. Et donc, le qu'en dira-t-on, ça fait très longtemps qu'on s'en est affranchi. Nous, ce qu'on dit par rapport justement au Hamas et par rapport au mouvement de résistance palestinienne, c'est que premièrement, il n'y a que l'Union européenne et les États-Unis qui ont classé par exemple le Hamas dans ces organisations-là, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des pays, par exemple au sein de l'ONU. Je rappelle que la Suisse, par exemple, n'a pas reconnu le Hamas comme une organisation terroriste, pas plus que le Brésil, pas plus que la Chine ou la Russie. Il ne me semble pas que ces pays-là fassent la promotion, par exemple, du terrorisme. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Le deuxième point de vue, d'après nous, c'est il faut arrêter ce jeu d'hypocrite, parce que vous savez très bien que aussi bien l'Union européenne ou même Israël dialoguent en permanence avec le Hamas, en passant notamment par le Qatar. Oui. Donc on trouve que c'est un jeu qui est assez hypocrite, et donc l'idée c'est de mettre tout le monde autour de la table en termes de diplomatie. L'autre argument qui est pour nous aussi très important, c'est que si le Hamas a du sang sur les mains, que devons-nous dire de l'armée israélienne ou même du gouvernement israélien? On a toujours eu dans nos revendications la cause palestinienne qui fait partie effectivement vraiment de notre ADN et qui est vraiment un attachement profond. Monsieur Najib Azalgui, 60% tout de même des musulmans de France ont voté pour la liste de la France insoumise. Comment l'expliquez-vous? Alors, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, l'heure de la maturité n'est peut-être pas tout à fait arrivée, parce que aujourd'hui, on est encore une fois focalisé sur l'émotionnel et sur les belles déclarations. Donc, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, et moi le premier, dans l'époque très particulière que nous sommes en train de traverser, ça fait toujours plaisir d'avoir un leader politique qui prend la parole pour défendre une communauté qui est aujourd'hui discriminée, attaquée matin, midi et soir. Maintenant qu'on a dépassé, je dis toujours, soyons un peu plus exigeants. Et donc aujourd'hui, par exemple, vous avez pour le massacre du 17 octobre 1961, vous avez de belles commémorations, vous avez de belles plaques commémoratives. Mais au-delà de ça, nous, ce qu'on demande, c'est effectivement déjà que l'État français reconnaisse que c'est un crime d'État, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, tant qu'on restera uniquement sur de la communication, il ne faudra pas être étonné qu'on nous traite de cette manière-là. Je pense dans ce complexe qui compose notre histoire. Je pense que si on veut aller de l'avant, c'est déjà de s'affranchir de ces mécanismes qui, malheureusement, qui nous ont été un peu hérités. Tout de même, la communauté musulmane en France représente un poids non négligeable et également un enjeu électoral. Dans quelle mesure celle-ci peut-elle constituer un contrepoids? La communauté musulmane est une des minorités les plus importantes en France, on le sait, le poids électoral il est quand même important. Les études montrent que une grande majorité des citoyens de confession musulmane ne votent pas, surtout dans les milieux populaires où effectivement il y a une abstention qui est très très importante. Et ensuite, les études prouvent également que lorsqu'elles se mobilisent, elles votent traditionnellement à gauche. Et vous l'avez parfaitement constaté, pendant les dernières élections, notamment les élections présidentielles et les élections législatives, il y a eu le poids de la communauté musulmane qui a voté en masse, notamment pour le candidat Mélenchon, pour la LFI et pour la NUPES. Les études ont prouvé effectivement qu'il y a eu une mobilisation très très soutenue. Et puis en règle générale, on le voit depuis même 2012, lorsque le candidat socialiste avait gagné face à Sarkozy. Le Monde avait fait par exemple un papier sur 2 pages pour montrer qu'effectivement la communauté musulmane avait été décisive dans la victoire du candidat socialiste. Donc on le voit. Effectivement, la communauté musulmane, lorsqu'elle décide de s'organiser et de s'impliquer, eh bien ça fonctionne, en tout cas au niveau des urnes. Alors, est-ce que ça lui est profitable? Oui. Là, c'est vraiment là où l'analyse est intéressante de mon point de vue. C'est qu'on le voit depuis plusieurs décennies, la communauté musulmane a plus ou moins sous-traité les questions qui lient en gros sa destinée politique à une frange de la classe politique qui, pour le coup, n'a jamais véritablement représenté ses intérêts et ses enjeux. On sait qu'on est pendant les campagnes électorales face à des candidats extrêmement persuasif. C'est-à-dire que pour le moment, je dirais que la communauté musulmane se satisfait de déclarations.
plutôt que d'être véritablement comptable de ce que mettent en place les candidats. Pour que le vote musulman ne soit plus un joker, il va falloir s'affranchir des partis traditionnels. Complètement. Moi, je pense effectivement que ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est clairement ce qui a toujours existé en France. Alors pas pour les musulmans, donc on leur refuse un peu ce droit, alors qui est utilisé et qui a été exploité par toutes les communautés avant nous. Je rappelle que, par exemple, vous avez en France différentes communautés, pas forcément religieuses, mais par exemple, vous avez un parti qui milite exclusivement, par exemple, pour les problèmes de la ruralité, pour les agriculteurs et autres. Vous avez un parti chrétien, démocrate, qui est affilié d'ailleurs à la droite, au centre et à l'extrême droite, qui s'est récemment qui a changé son nom récemment. Vous avez par exemple à gauche un parti qui milite clairement pour les ouvriers, qui n'est contre le patronat. Ça ne choque personne. Mais à partir du moment où des citoyens de confession musulmane qui savent effectivement qu'ils sont aujourd'hui instrumentalisés et que le musulman est devenu un enjeu et un argument récurrent dans la vie politique des Français, eh ben tout de suite il est attaqué par tous les fronts et par tous les mots possibles. Nous, citoyens de confession musulmane, on nous dit effectivement qu'on n'est pas des véritables Français par rapport à notre mode de vie, par rapport à notre culture, nos croyances. Et toutes ces communautés-là se sont d'abord organisées politiquement pour pouvoir bénéficier des mêmes droits que tout un chacun. Monsieur Najib Azergui, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Je vous en prie, merci à vous. Najib Azergui est leader, fondateur de l'Union démocrate des musulmans de France, tête de liste de Free Palestine pour les européennes de 2024. Ont participé à ce programme Yann Fermont, avocat spécialisé en droit pénal international, en droit humanitaire, secrétaire général de l'Association internationale des juristes démocrates. Taoufir Tahani, maître de conférence, président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité. Najib Azergui, fondateur du parti UDMF, l'Union des démocrates musulmans de France, tête de liste Free Palestine pour les européennes 2024. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Maryam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.